Salam alaikum Alice, j'espère que tu vas bien. Oui. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour échanger par rapport à ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Où est-ce que tu vis et comment tu es arrivé là-bas? Donc moi je m'appelle Anis. Je suis né en France et j'ai grandi en France. Je suis d'origine tunisienne et depuis novembre 2022, je suis chef de projet en IT au Qatar. Voilà. Ok. Et du coup, tu es arrivé avec quel type de visa? En fait, moi je suis arrivé en tant que VIE. J'ai trouvé un VIE au Qatar. C'était au moment de la Coupe du Monde. Donc en fait, c'est un visa comme tout le monde parce que le statut de VIE, c'est pas un statut qui est reconnu au Qatar. Ça, c'est seulement pour la partie administration en France, administrative. Mais au Qatar, c'est un visa travail, quoi. Ok. Et du coup, depuis, tu as pu rester, enfin, après ton VIE, tu as pu renouveler le visa alors. Donc ouais, j'ai passé 2 ans en VIE jusqu'en novembre 2024. Et depuis novembre 2024, je suis passé en contrat local. Ok, ok, c'est bien. Et pourquoi, pourquoi tu as décidé de partir de la France? Pourquoi tu as voulu avoir une expérience à l'étranger? En fait, pour moi, jusqu'à tardivement, c'est-à-dire jusqu'à 22, 23 ans, là où j'ai commencé à faire de l'alternance, pour moi, je voyais toute ma vie en France. Donc, je considérais pas du tout l'étranger et notamment mes notes en anglais, c'était catastrophique parce que pour moi, je pensais que pour moi, ça me servait à rien parce que je me disais que j'allais travailler toute ma vie en France. Mais ce qui a changé, c'est, on va dire, ma rencontre avec le monde professionnel. Et c'est là où, comment dire, j'ai vu que en fait, moi, avant, je viens de banlieue parisienne, donc j'ai fait mes études en banlieue parisienne, un peu sur Paris, mais c'était surtout avec des gens, on va dire, un peu comme moi, Euh, soit de banlieue, soit issus de l'immigration, etc. Et donc, quand je suis arrivé dans le monde professionnel, ça m'a fait un peu un choc parce que moi, j'ai jamais subi le racisme, donc c'est pas question de racisme, mais j'aimais pas trop la façon dont on me voyait. On me voyait un peu c'est-à-dire l'arabe ou le banlieusard, toi ça va, mais pas les autres. Et en fait, j'aimais pas trop ce regard-là en mode, c'est-à-dire que moi j'ai un diplôme, ou peut-être moi je m'exprime en français correctement, ou j'ai un diplôme, et ben moi ça passe. Et moi dans ma famille on n'est pas tous diplômés, et même si on était tous diplômés, j'aimais pas trop ce regard-là sur les gens comme moi, quoi. Et donc et, c'est ça qui m'a donné envie donc de partir à l'étranger. ok. Et du coup, quand tu travaillais en France, est-ce que on t'a bloqué dans ta pratique religieuse, par exemple, ou on te regardait de travers, ou enfin, tu te sentais pas respecté, du coup, même personnellement, on va dire. C'est pas on te regarde pas forcément de travers, mais c'est à la fois des remarques, pas forcément sur toi ou sur moi mais c'est plus sur d'autres, enfin par exemple sur les femmes ou même sur, heu, la pratique religieuse. C'est-à-dire que par exemple, si toi tu veux prier, on va te regarder un peu, bizarrement et c'est-à-dire que tu essayes soit tu n'en parles pas, enfin moi c'était mon cas, j'en parlais pas, j'essayais de trouver un endroit dans les entreprises que ce soit dans, parking ou autre, mais donc voilà, c'est-à-dire que tu te caches un peu et tu n'évoques pas forcément, ta foi et à chaque fois qu'il y avait un événement en France, bah, les gens en parlaient, on attendait un peu, mon avis là-dessus et donc c'est un peu tu es toujours un peu épié et donc ouais, c'est pas forcément une situation, après comme j'ai dit, j'ai pas forcément eu de difficultés. Moi, dans mes entreprises, ça se passait très bien. Mais j'aimais pas trop ce regard envers les musulmans et même aussi, au-delà des musulmans, même les gens de banlieue. C'est-à-dire que Mhm. quelqu'un qui peut être noir ou arabe et pas musulman, en banlieue, on va le voir aussi d'une autre façon, comme, des personnes un peu de seconde zone, quoi. C'est un peu un climat anxiogène, même si on n'est pas forcément ciblé. C'est un peu, oui, toi, ça arrive souvent, c'est que toi, t'es un musulman, enfin, t'es un arabe, t'es un musulman, mais t'es pas comme les autres, entre guillemets.
et c'est ça qui peut être dérangeant, mais du coup, est-ce que le Qatar, c'était un choix, dès le début ou c'est juste, tu as eu une opportunité heu, que tu as voulu saisir, à ce Après moment-là? c'était pas forcément un choix dès le début. Moi, au début, quand j'ai commencé à chercher une opportunité à l'étranger, bah, j'avais fait une liste de pays, principalement c'était les pays musulmans, donc je regardais beaucoup Middle East, l'Asie du Sud-Est comme la Malaisie, je regardais aussi le Maghreb, Mmh. et donc j'ai commencé à partir de 23 ans à chercher beaucoup dans ces pays-là, mais je voulais plus, le Moyen-Orient, mais à la fin, en fait, j'ai trouvé un VIE d'abord au Maroc. Un VIE au Maroc, j'ai décidé d'y aller et heureusement, ça s'est pas fait en VIE parce que dans les VIE, tu peux en faire qu'une fois dans ta vie. Donc en fait, au Maroc, j'ai eu aussi un peu, administratif, avec le Maroc, donc il y a l'entreprise n'a pas pu faire de VIE et à la fin, ils m'ont proposé un contrat local. Donc dans un premier temps, j'ai fait 2 ans au Maroc. J'ai fait 2 ans au Maroc et après ces 2 années au Maroc, je suis rentré en France, mais je voulais toujours, trouver quelque chose, de et donc en fait, après mon retour en France, ma femme, elle a trouvé un emploi à Abu Dhabi. Donc j'ai lâché mon emploi en France. On est parti à Abu Dhabi et donc là, je devais absolument trouver un travail, donc je cherchais à Abu Dhabi et au Qatar et dans la zone et avec de la chance et ben, j'ai trouvé un VIE au Qatar. Donc c'était pas forcément un choix, c'était une question d'opportunité et j'étais très content de trouver le Qatar. OK, c'est intéressant. Du coup, ouais, du coup, le VIE, est-ce que tu penses que le VIE, c'est quelque chose d'intéressant pour commencer, on va dire, à vivre, à l'étranger, que ce soit, Middle East ou même, enfin, Asie ou même, d'autres régions? Est-ce que c'est assez simple d'avoir une opportunité via le VIE? Comment tu as pu, avoir cette opportunité? Concernant le VIE, déjà, je trouve que c'est une très bonne façon de partir à l'étranger. Parce que déjà, tu pars avec surtout si tu n'es jamais allé, tu pars avec des entreprises françaises, donc c'est assez cadré. Généralement, ils vont un peu t'aider pour la partie administrative, pour le logement et cetera. Même enfin, ça dépend des entreprises, mais tu peux avoir quand même un accompagnement et c'est plus facile parce que comme c'est des offres qui sont, comment dire, postées en France et généralement c'est donc c'est des entreprises françaises qui sont gérées par la France, donc c'est un peu plus simple alors que quand tu vas postuler directement à l'étranger, tu peux rencontrer des difficultés par rapport à des diplômes qui sont pas forcément reconnus à l'étranger ou des expériences que tu n'as pas à l'étranger. Donc les entreprises, ils vont plutôt privilégier d'autres personnes. Par exemple, au Middle East, c'est sûr qu'ils vont peut-être privilégier plus, la communauté indienne ou, arabe qui ont des expériences, notamment, en anglais et aussi ils ont beaucoup de gens qui viennent de ces populations, donc c'est plus facile pour eux de continuer avec eux. Mais ensuite pour le VIE, donc en fait, déjà la première chose, c'est qu'il faut avoir moins de 29 ans. Moins de 29 ans, tu peux le faire qu'une fois dans ta vie et il faut s'inscrire sur le site, Civiweb, OK, créer un Business compte France. là-dessus. Oui, c'est Business France, mais même quand tu tapes Civiweb, ça marche et donc tu crées un compte dessus et après, bah, tu peux filtrer par pays, tu peux choisir tes pays, mais moi le conseil que je donnerais, c'est enfin, en tant que musulman, de privilégier d'abord les pays musulmans, mais même s'il y a pas les pays musulmans, potentiellement Canada ou autre, ça peut être un premier pas vers le Middle East, par exemple. Moi, j'ai trouvé au Maroc. Je pense pas que ça m'a aidé à aller au Middle East, mais bon, ça a été déjà un premier pas et vraiment, ouais, de postuler. Franchement, moi, de 23 ans à quasiment 29 ans, j'ai postulé, quasiment sur chaque offre qui est tombée, je postulais dans l'heure ou, dans la journée. Même sur des offres qui correspondaient pas trop à mon profil, c'était vraiment agressif, c'est-à-dire que dès que je voyais une ligne qui correspondait potentiellement à mon profil, je postulais. Moi je suis dans l'IT, une fois on m'a même appelé sur une offre je crois de génie civil. J'étais surpris qu'on m'appelle, mais je me suis dit: «Si je suis prêt à faire du génie civil». Bon, il y avait très peu de chances que je sois pris vu que j'avais pas les diplômes, mais la RH elle m'a quand même appelé. Donc vraiment je postulais à tout
d'utiliser même aussi, parce que des fois il y a des offres qui tombent pas en premier chez CiviWeb. Tu peux les trouver peut-être en premier chez LinkedIn ou en premier sur les sites des entreprises françaises. Donc il faut faire un peu de veille sur, les grosses sociétés françaises et voilà. Il y a aussi ce problème que, tu sais, quand il y a une nouvelle offre qui apparaît sur le site, il y a, beaucoup de personnes qui postulent, rapidement. Des fois, ça peut arriver à, 100 personnes ou, 150. Donc, comment on peut faire pour se démarquer, dans nos, À 150, candidatures? je dirais que c'est peut-être un peu difficile parce que les entreprises, je pense que bon après peut-être maintenant avec les certains outils, l'IA et cetera, ils peuvent filtrer un maximum de CV, mais je pense qu'ils vont regarder les premiers et s'ils trouvent, 5-6 profils qui peuvent être intéressants, ils vont peut-être s'arrêter à là. Mais il faut essayer, bah, en fonction de l'offre, par exemple de l'entreprise, des fois sur le site, tu peux trouver le contact de l'ARH. Des fois, ils mettent, des fois, ils peuvent juste mettre équipe RH, mais des fois, ils vont mettre un nom, par exemple, je sais pas, Caroline quelque chose. Moi, ce que je faisais, des fois, j'allais sur LinkedIn, je tapais son nom, je la rajoutais, je la contactais ou même des fois, j'essayais même aussi de deviner, le mail de l'entreprise, c'est-à-dire avec potentiellement avec un nom et un prénom, tu peux remonter, le nom de son mail. Je dis des bêtises, par exemple, Orange et moi je m'appelle, je sais pas, Anis, quelque chose, bah, je mets anis point quelque chose arobase orange.com et j'envoie et potentiellement la personne, elle va recevoir et là, bah, là, ça veut dire que parce que eux quand ils vont recevoir les comment dire? Les sur, CiviWeb, les RH, je pense que les CV, ils vont atterrir sur comme sur un outil et ensuite ils vont aller les consulter là-bas. Bah, là, potentiellement, quand moi je vais envoyer par mail et ben, mon CV, il va taper directement dans ses mails. Donc elle va le re normalement, elle pourrait le recevoir directement. Donc OK. ça peut aider. Et toi, du coup, personnellement, comment tu as pu, avoir ton expérience, en VIE à Doha? Qu'est-ce que tu as fait en Bah, plus, est-ce que tu as contacté la RH ou tu as des conseils à donner? paradoxalement, sur celle-là, en fait, j'ai été pris, seulement en postulant sur Business France. OK. Donc vraiment sur celle-là, j'ai parce que j'avais pas trop d'infos de plus, mais ouais, j'ai postulé que là-dessus. Mais sur d'autres, j'ai fait plein de soit j'allais sur, LinkedIn, j'essayais de trouver des parce que même si des fois j'avais pas le nom de l'ARH, je même si des fois c'était un nom de RH dans les 2 cas et ben, des fois tu peux même trouver sur l'offre des informations sur, comment dire? Sur, dans quelle équipe, cette offre va être, co pourvue. Par exemple, on te dit: «C'est la direction, système d'information». Et ben, je tapais direction système enfin, des trucs comme DSI, des trucs comme ça, sur l'entreprise. Ensuite, je regardais les profils des personnes et j'essayais de deviner, de savoir, cette offre, elle allait être pour quelle personne? Qui allait être le manager? Et ça m'est arrivé des fois de tomber sur les bonnes personnes et de potentiellement, il me dit: «OK, c'est noté, je prends en compte ton CV» et cetera. Potentiellement, j'ai déjà eu des entretiens. Bon, à la fin, ça a pas abouti, mais je dirais que, ouais, l'objectif dans la recherche de VIE, c'est pas forcément de trouver le VIE. Je dirais l'objectif principal, il faut avoir un maximum d'entretiens. Plus tu as d'entretiens, plus tu as de chances de convertir ces entretiens en offres et donc pour avoir ces entretiens, il faut aller les chercher, bah, avec, même là, je te donne des idées, mais en fait, il faut être, innovant. C'est-à-dire si tu trouves d'autres idées dans ta tête, il faut pas hésiter, à les faire. Moi, par exemple, même pour un VIE, c'était au Middle East, c'était une entreprise qui s'appelle Daxium. Une entreprise qui s'appelle Daxium et eux, c'est une entreprise sur, c'est des outils terrain pour soit les équipes de chantier ou pour des entreprises comme dans la vente, Sephora et cetera et en fait, ça permet aux gens sur le terrain quand par exemple il y a des interventions, des réparations ou de monter quelque chose, avec une application, ils vont faire une photo, ils vont renseigner des données et ça va remonter directement au siège avec des dashboards et cetera et eux, ils ont développé donc cet outil, sur, à développer pour plein d'entreprises et moi il y avait une offre VIE, là-bas et que j'avais envoyé un mail pour dire, que j'aimais bien leur concept et que ça m'est même arrivé d'en parler à un responsable d'une autre entreprise qui peut être un de leurs clients, alors que je travaille pas pour eux
et en fait, c'est-à-dire que en fait, il faut trouver un moyen de quel qu'il soit, en fonction de l'entreprise, de la personne que tu contactes, il faut trouver un moyen de l'intéresser. Parce Mmh. que si tu lui envoies ton CV et cetera, il va te dire: «Peut-être je suis intéressé» et cetera. Mais là, en plus, c'est une question business, c'est-à-dire que lui, j'ai parlé de son business à une entreprise qui peut être un de ses clients. Donc forcément, ça l'intéresse et bah, il m'a répondu et il m'a on a même fait un entretien. Bon, à la fin, j'ai pas été pris, il avait choisi quelqu'un d'autre qui avait plus de, comment dire? Plus de compétences que moi, mais ça me comme je te disais, ça me dérangeait pas trop. J'ai réussi à avoir l'entretien et même grâce à ça, 2 semaines après, c'est lui-même, il est revenu vers moi et il m'a dit: «Regarde, j'ai une offre d'un VIE dans une autre entreprise». C'est-à-dire qu'à travers mon message et ben, la personne, je l'ai marqué. Je l'ai marqué, je suis resté dans sa tête. En fait, c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Après, c'est pas facile parce que tu pas toujours tu trouves pas toujours des informations avec l'offre, mais voilà, il faut faire, le maximum et potentiellement aussi, ce que je faisais aussi, c'est que hors VIE, sur LinkedIn, bah, je tapais par exemple, moi je suis dans l'IT, je tapais IT ou DSI, des trucs comme ça et je regardais les gens et je contactais les gens, comme ça au hasard. Un message parce que des fois tu es limité sur LinkedIn en nombre de caractères, 300. Donc j'envoie un message: «Hello, je m'appelle Anis, moi j en fonction de l'école que si» faut voir comment tu peux l'accrocher. Soit avec ton école, tu peux créer un lien avec lui de l'école, si tu as fait une grande école ou autre, ou soit avec une grande entreprise. En fait, il faut trouver un moyen de l'intéresser et de lui dire: «Voilà, tu as combien d'années d'expérience et que tu recherches dans ça» et cetera et j'ai dû contacter peut-être 500 personnes. À la fin, peut-être, il y en a, allez, 50 qui me répondent, 30 qui me disent qu'ils ont rien. À la fin, peut-être sur 500, je gagne que 2-3 entretiens. C'est pas fou, mais au moins, potentiellement, tu peux avoir quelque chose. OK. Ouais et au final, comme tu as dit, ces personnes-là, ils vont pas t'oublier, ils vont te recontacter s'il y a d'autres offres, Exactement, qui exactement arrivent. en fonction de, bah, ça dépend en fait de quoi il a besoin, comment c'est quoi le lien que tu as créé avec lui parce que des en fait, ce que je conseillerais, c'est déjà de regarder avec les il y a forcément des gens de ton école qui sont, par exemple, à l'étranger. Donc aller déjà taper premièrement les gens de ton école. Tu dis: «Bah, on a fait la même école, moi je suis intéressé pour faire la même chose que toi» et cetera. Qu'est-ce que tu me conseilles et cetera. Donc tu as toujours des moyens et les gens, il faut pas avoir peur de se dire: «Il va pas me répondre» ou «Il a pas que ça à faire» ou «Je vais me taper la honte», des trucs comme ça. Franchement, moi j'envoie celui qui me répond, tant mieux. Celui qui me répond pas, je m'en fous complètement. Et bah, le VIE, c'est bien, pour le Qatar, mais il y a aussi la possibilité de postuler, par exemple, à une offre directement sur LinkedIn et hem, espérer, si on est pris, être, sponsorisé par l'entreprise, c'est ça? Enfin, est-ce que tu penses que c'est en tant que Français, c'est possible d'être, enfin, je veux dire, c'est possible d'avoir une opportunité de ce genre sans passer par, le VIE? Pour moi, rien n'est impossible, mais je dirais que c'est difficile, en tout cas au Qatar, je trouve, selon moi. Parce que déjà, au Qatar, si une personne veut venir au Qatar, c'est surtout, je dirais, certains secteurs qui vont recruter. Tout ce qui est domaine de énergie, pétrole, gaz, et cetera, ça, c'est possible. L'immobilier, c'est possible. L'IT, je dirais que c'est plus difficile. L'IT, je dirais qu'il faut et généralement, dans la plupart des métiers, ils demandent quand même beaucoup d'expérience. Par exemple, en France, moi, je pouvais tomber sur des offres de seniors avec on te demandait 3-5 ans d'expérience. Ici, quand tu ouvres une offre de senior, tu vois même on peut te parler de 15 ans d'expérience, 12-15 ans. Ouais, Donc, OK. ils demandent vraiment des gens expérimentés. Il y a pas trop d'offres comme en France où tu peux trouver entre junior, un peu senior, et cetera. Donc les très juniors, bah, il y en a pas beaucoup aussi. Donc c'est vraiment souvent des gens très expérimentés qu'on demande. Mais après, rien n'est impossible en fonction de, bah, c'est ça, si tu as des contacts, heu, au Qatar, dans les entreprises que tu veux ou dans les métiers que tu veux, potentiellement ça peut t'aider. Mais je dirais que c'est quand même compliqué de passer sans VIE d'arriver ici. OK. Mais oui, du coup, la problématique, on va dire, c'est de se créer un réseau, de personnes au Qatar. Mais, bah, ça, je pense, c'est comme tu as dit, avec LinkedIn ou, des gens qu'on connaît de l'école ou quoi. Mais, OK et quand tu es arrivé au Qatar, est-ce que tu as eu, des difficultés en particulier, que ce soit pour, trouver un appartement ou pour, t'adapter à la vie là-bas et cetera? Bah, en fait, je dirais qu'en temps normal,
normalement, tu rencontres pas de difficultés. Mais moi, malheureusement, je suis arrivé enfin malheureusement et aussi c'était bien, enfin, je suis arrivé en novembre 2022, donc c'était au moment de la coupe du monde. Au moment de la coupe du monde, je suis arrivé le 1er novembre et la coupe du monde commençait le 20 et en fait, quand tu arrives, au Qatar, au Middle East, au début, donc tu pas de papiers, donc tu dois attendre d'avoir tes papiers pour pouvoir louer, parce que tu peux pas louer, sans, carte de résidence. Donc au début, c'est l'entreprise qui me logeait à l'hôtel et les premiers jours, ça allait très bien. C'est même dans l'entreprise, ils te louent à 100 € la nuit, c'est pas un souci. Mais quand la coupe du monde, elle a commencé, tous les hôtels du Qatar, leurs prix, ils ont été multipliés par 10 quasiment, ouais, par 10. Et donc là, c'était un peu un souci. Donc là, c'était galère, c'est-à-dire que, comment dire? Du 20 au 30 novembre, j'ai trouvé une colocation avec des amis d'un ami qui étaient venus pour la coupe du monde. Donc je dormais avec eux dans un appart pendant 10 jours pour la coupe du monde, donc c'était galère, je travaillais aussi là-dedans et après les 10 jours, eux, ils étaient venus que pour 10 jours, donc après eux, ils ont dû rentrer. Mais moi, bah, vu que maintenant c'était ma nouvelle vie, il fallait que je trouve un autre appartement, mais les prix étaient toujours élevés. L'entreprise a dû me payer, je pense, une seule nuit à 690 €. Une seule nuit. Là, on peut croire que c'est un hôtel exceptionnel, mais c'était une petite chambre. Un hôtel qui doit valoir peut-être 60 € la nuit, aujourd'hui, actuellement. Mais comme c'était à cause du monde, les prix ont explosé. Donc l'entreprise, elle m'a payé ça un jour et à partir après ce jour-là, ils m'ont rapatrié à Abu Dhabi parce qu'on a aussi notre entreprise, elle est à Abu Dhabi. Donc je suis retourné à Abu Dhabi, je suis resté à Abu Dhabi pendant, la fin de la coupe du monde et après je suis revenu. Donc ça a été un peu galère cette partie-là parce que, bah, je voyageais avec tous mes bagages. J'étais venu bon après j'avais pas des meubles, mais j'étais venu avec 2 valises et donc tu navigues entre hôtels, entre appartements et cetera pendant un mois et demi et même ça m'arrivait, un soir à 17 heures, il est 17 heures et je travaille même pas je travaille dans le lobby de l'hôtel et j'attends la décision du CEO pour savoir s'ils vont me payer la nuit d'hôtel. Donc à 17 heures, je sais toujours pas si je vais dormir, à l'hôtel, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué cette partie-là. Mais sinon, en temps normal, je veux dire la plupart des gens qui sont venus ici, en VIE, c'est assez facile. À partir du moment où tu vois, c'est pas comme en France où quand tu vas louer un appartement et il te faut, monter un dossier, les dernières fiches de paye, avoir un garant et cetera. Ici, comme tu payes à l'année, enfin à l'année, en fait, tu donnes les chèques en avance et les chèques, ils sont prélevés chaque mois et ben, en fait, tu ramènes juste les chèques et ta carte de résidence, peut-être ton contrat de travail. Et voilà, tu peux emménager. On regarde ni, tes origines, ni, garant, ni ton âge, ni si tu es seul et OK. cetera. Donc c'est plutôt Mais facile sur mais du coup, bah, en dehors de, la coupe du monde, c'est assez simple de trouver un logement ou, comment se passe le marché oui, du logement, c'est on va simple, dire, c'est simple. Ici, généralement, tout se fait sur un site qui s'appelle Property Finder et en fait, bah, tu contactes, tu as les listes des appartements, tu contactes les agents. Par exemple, là, j'ai déménagé récemment et oui, ça s'est fait super rapidement. J'ai visité, 2 3 jours après, j'ai dit oui et 4 jours après, j'ai emménagé. Donc c'est super rapide et voilà. Il y a vraiment pas de difficulté sur, trouver un logement, c'est juste en fonction de ton budget, tu peux trouver, n'importe où et je dirais qu'il y a quand même il y a c'est pas comme en France, peut-être il y a une crise de logement où il y a peut-être plus de gens qui vont demander qu'il y a d'offres. Là, je dirais qu'il y a plus d'offres que de gens qui demandent. OK. Et en tant que, francophone, musulman francophone, quelle a été ton expérience, enfin, depuis ton arrivée, quel est ton ressenti? Quelle a été ton expérience, sur, le Qatar et Doha? Bah, moi, en tant que musulman francophone, bon, j'ai voyagé un petit peu, j'ai vécu au Maroc c'était très bien aussi le Maroc. Mais je dirais qu'ici, franchement, j'ai même vécu à Abu Dhabi, mais je dirais qu'ici, franchement, c'est peut-être le meilleur pays dans lequel j'ai vécu. Je pense qu'Abu Dhabi, c'est assez similaire, mais je veux dire, déjà en termes de sécurité, c'est assez exceptionnel. Tu peux, que ce soit homme ou femme, tu peux sortir comme tu veux, heu, habillé plus ou moins comme tu veux. Tu vas pas sortir, tout nu, mais je veux dire, même une femme, elle peut sortir en jupe, elle va pas se faire ni agresser, ni se faire regarder bizarrement, siffler ou autre. Si tu sors, c'est impossible d'avoir des problèmes, on va dire, que ce soit raquettes, agression. Tu peux sortir avec tes 2 téléphones à la main,
te balader où tu veux, tu auras aucun souci. Moi, au début, quand je suis arrivé, j'avais un peu le comment dire? Encore mon côté, on va dire, français. C'est que j'avais acheté une trottinette électrique et j'avais acheté un cadenas anti-vol et tout et cetera et quand j'allais à la mosquée, c'était un réflexe pour moi de le mettre. Mais je voyais personne n'en mettait, en fait. Au début, je me disais: «C'est bizarre, il y a un truc, peut-être il la bloque, autrement avec son tel et tout et cetera». Après, je m'approche de leur trottinette, je vois qu'en fait, tu peux la prendre et tu peux partir avec, en fait. Et là, bah, en fait, ça m'a surpris et ben, maintenant, si je vais à la mosquée, je laisse ma trottinette, je peux la laisser devant allumée. En sortant, elle sera au même endroit, personne sera assis dessus, et je repars normal avec. Alors qu'en France, je peux même la laisser à l'intérieur de mon jardin. Quelqu'un, il peut rentrer dans mon jardin et la prendre avec, tout ce qu'il y a avec. Donc ouais, au niveau sécurité, c'est exceptionnel. Les infrastructures, que ce soit les routes, les centres commerciaux, les hôpitaux, c'est vraiment, c'est un niveau vraiment au-dessus. C'est vraiment que ce soit c'est propre, c'est du top niveau. Tu que ce pour les femmes aussi, par exemple, pour les femmes, je veux dire, tu peux travailler au travail, il y a des femmes, elles viennent habillées, on va dire plutôt en mode européen, c'est-à-dire un pantalon, une chemise. Il y en a, elles viennent en abaya avec le hijab, il y en a, elles viennent en abaya sans hijab, il y en a même, elles mettent même le niqab, donc ça, c'est aucun souci sur ça. Au niveau de la pratique religieuse, je veux dire, dans l'entreprise, on a des salles de prière, donc quand c'est l'heure de la prière et ben, tu peux après c'est pas je veux dire il y a pas c'est-à-dire qu'en tout cas, moi, en tant que musulman, je sens pas il y a personne qui exerce sur moi, on va dire, une pression pour que j'aille prier ou pour que j'aille mettre, une femme qui va mettre le hijab. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment personne te prend la tête sur ça. Quand c'est l'heure, il y en a qui vont, il y en a qui vont pas et vraiment personne parle de ça, au bureau. Donc c'est assez libre, mais c'est plutôt cool. Pendant le ramadan, on a des horaires aménagés. Je veux dire les gens en général et c'est vraiment une loi dans le pays, c'est-à-dire quand le ramadan commence. Tu au moins, les entreprises, elles appliquent au moins 1 heure en moins pour les gens. Mais en fonction des entreprises, par exemple, moi, pendant le ramadan, je fais 9h-14h et donc à 14h, tu as fini ta journée. Tu rentres chez toi, tu peux faire une sieste, tu peux lire du Coran, tu peux prier, tu peux préparer à manger tranquillement. Donc c'est vraiment, facilité en tant que musulman. OK, OK et donc du coup, tu parlais aussi des mosquées et cetera, mais bah, j'imagine à Doha, il y a quand même, beaucoup de mosquées. Enfin, comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la répartition des mosquées dans la ville? Franchement, ouais, il y a beaucoup de mosquées. Il y a beaucoup de mosquées, il y a des imams connus. Par exemple, même aussi dans les résidences, par exemple, moi, dans ma résidence, ben, nous, on a une salle de prière. On a une salle de prière. On n'a pas d'imam dédié, mais c'est-à-dire que là, si je vais faire la isha et ben, j'y vais et il y a un panneau qui dit, 15 minutes après l'adhan, on fait la prière en groupe et là, voilà, il y a une personne qui s'avance et c'est un habitant comme nous. Il s'avance et il prie. Donc ça, je trouve, c'est pas dans toutes les résidences, mais tu peux trouver dans beaucoup de résidences ça. Et pendant, le ramadan, ils nous envoient je sais pas comment ça se passe, mais il y a un imam qui vient carrément dédié pendant le ramadan et lui, il fait, tarawih, pendant le ramadan. 2 années, c'était le même, cette année, c'était un autre, mais donc tu as ça. Après tu as une grande mosquée, tu as la grande mosquée, j'ai oublié le nom, au Qatar, qui prend, je crois, plus de 30 000 personnes. Et quand tu dis comment c'est organisé, c'est-à-dire? C'est parce qu'en fait, bah, il y a plein de mosquées. Tu peux pas tous les 500 mètres en fonction des quartiers, mais dans certains quartiers, peut-être tous les 500 mètres, tu peux trouver une mosquée. Ouais. OK, et est-ce que tu as eu un choc, culturel quand tu es arrivé au Qatar? Quelque chose, qui t'a surpris ou marqué? En fait, c'est quelque chose que je savais déjà, mais c'est entre le savoir et le vivre, c'est différent. C'est que, bah, quand tu penses Moyen-Orient, en France, par exemple, tu as l'imaginaire, des Arabes. Tu penses que, bah, c'est beaucoup d'Arabes. Alors que quand tu arrives au Moyen-Orient, au Qatar, à Abu Dhabi et ben, tu as la plus grande population, c'est pas forcément les Arabes. Tu vas trouver beaucoup d'Indiens et beaucoup de Philippins. Franchement, ça, tu combines les 2, je pense qu'ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires dans le pays. Donc, et c'est pas, même s'il y a beaucoup d'Arabes qui viennent d'autres pays, mais tu as surtout de ces pays-là. Un autre truc aussi, c'est que, bah, en France, tu vois, on va dire, il y a des gens français,
depuis plusieurs générations et on va dire il y a d'autres un peu comme nous, où on a nos parents qui viennent un peu du Maghreb ou d'autres pays. Bah, ici au Qatar, la majorité des gens, c'est des étrangers. C'est-à-dire que on côtoie pas vraiment, les Qataris, parce que déjà ils sont pas beaucoup et aussi ils restent entre eux et bah, dans ma résidence, il y a que des étrangers, il y a aucun Qatari. C'est-à-dire en fait on est tous étrangers. On est tous étrangers donc c'est quand même particulier alors que quand tu vois, par exemple, quand je suis allé au Maroc et ben, c'était des Marocains autour de moi. Il y avait d'autres pays, mais c'était surtout des Marocains. Donc il y a ça c'est pas vraiment un choc, mais donc ça peut surprendre. Comme je t'ai dit, la sécurité, c'est quelque chose qui m'a surpris, énormément, la sécurité. Des fois, il m'arrive que ce soit la voiture ou, la maison. Après, je pense qu'il faut quand même garder l'habitude parce que même dans un pays où c'est très sécurisé, l'être humain, il peut toujours être, mauvais, c'est-à-dire il peut toujours, se passer des trucs graves. Donc je pense qu'il faut quand même garder l'habitude de fermer, à clé sa porte, des trucs comme ça. Mais moi, ça m'arrive des fois de pas fermer, la porte de chez moi ou de ma voiture et quand je dis que c'est une bonne idée de garder cette habitude, parce que ça m'est déjà arrivé de rentrer chez quelqu'un sans faire exprès. Je croyais que c'était mon appartement et je suis rentré et je me suis retrouvé dans le salon, quoi. Dans le salon et c'est là où j'ai compris que j'étais pas chez moi. Mais après ça choque pas forcément parce qu'après les gens, ils comprennent que c'est une erreur et donc après tu sors et y a pas de souci. Ok. Ok. Et est-ce qu'en tant que Français, en tant que francophone, t'as pu avoir un sentiment de solitude pendant ton expérience? Heu, Bah, tu peux je dirais moi, je dirais que c'est un peu différent vu que je suis venu avec ma femme et j'ai mon fils aussi donc je me sens pas seul on va dire au quotidien. Une personne qui vient parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de VIE je pense. Ici, je sais pas combien, peut-être plus de au moins plus de 100 je pense, au moins plus de 100. Donc je pense que ceux qui viennent seuls, ils peuvent ressentir un peu ce sentiment de solitude. Mais après, tu as des moyens comme dans tous les pays, surtout aujourd'hui, de créer des liens. Il y a des, réseaux sociaux, des groupes de Français, les Français à Doha, forum quelque chose, des groupes WhatsApp. Il y a des gens qui s'organisent pour faire du paddle, pour faire du foot, pour faire des sorties culturelles. Donc tu as toujours moyen de pas te sentir seul. Après, c'est vrai que, par exemple, je parlais là pour moi. Au travail, par exemple, je suis quasiment je pense que je suis le seul Français. Je suis à la fois le seul Français et je suis un externe. Du coup, je suis pas interne, chez le client et donc là, c'est beaucoup d'origines et c'est vrai que, bah, en tant que Français, bah, tu partages pas grand-chose avec eux parce que, par exemple, tu vas trouver un groupe, c'est des Jordaniens, un groupe, c'est des Indiens, heu un groupe, c'est des Anglais et donc tu es un peu, ils ont un truc en plus qui les rapproche. Après moi, je peux forcément trouver des trucs avec eux, que ce soit par exemple le travail, le sport, j'aime bien le foot, donc je peux le foot, la religion, donc il y a des trucs. Mais le fait, bah, que tu es le seul Français, tu peux sentir un peu la solitude à ce niveau-là. Mais moi ça franchement ça me dérange pas. Ouais. Bah, justement, c'est ça que je voulais dire par solitude, c'était plus le fait d'être, enfin, de pas avoir des personnes, tu sais, francophones à côté, parce qu'en réalité, même si on, enfin, quand on parle avec des personnes françaises, on a un lien qui se crée beaucoup plus facilement. Mais après, je pense que c'est juste une question d'adaptation et ça pousse aussi à parler en anglais ou à parler avec Ouais, ses c'est autres ça, collègues. c'est exactement, c'est une question d'adaptation. Et après, c'est aussi une question de personne. Mais comme je t'ai dit, tu vas forcément trouver. C'est vrai que tu as raison sur le fait qu'avec quelqu'un de France, tu vas créer un lien plus rapidement parce que vous venez d'une culture différente, enfin une culture, la même culture, alors qu'avec une autre personne, ouais, c'est totalement différent. Mais franchement, ça, comme tu as dit, ça te permet de découvrir d'autres choses et de parler en anglais, etc. Et du coup, bah, au travail, enfin, à Qatar au travail ou même dans la vie de tous les jours, euh, tu parles enfin, quasiment que anglais ou tu peux utiliser l'arabe littéraire ou enfin, Moi, je quelles dirais que langues je sont parle parlées? quasiment que anglais et notamment il y a beaucoup d'Indiens, je travaille avec beaucoup d'Indiens, mais beaucoup d'Arabes, beaucoup d'anglais. Mais si tu on va dire que, bah, notamment si tu parles arabe, tout à l'heure on disait ce qui peut aider pour trouver un VIE, bah, c'est vrai que l'anglais, on va dire c'est obligatoire, mais l'arabe ça peut te démarquer en fait. Ça peut te démarquer, ça peut être une force, mais généralement tout le monde parle anglais ici. Tout le Ouais. monde parle anglais. Ok. Et est-ce que à Doha, t'as pu rencontrer une certaine communauté
musulmane francophone. Bah, chez les VIE, il y a beaucoup de franco-musulmans, tu trouves chez les VIE. Euh, oui, oui, j'en ai rencontré, que ce soit à travers le foot ou à la mosquée. Après, moi, de ma personnalité, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc, je suis plus quelqu'un qui reste à la maison, surtout avec ma femme et mon fils. Ouais. Mais c'est sûr que si eux, ils étaient pas là, et ben, je pense parce que notamment au Maroc, j'ai commencé seul. Donc, je sortais peut-être un peu plus au Maroc, je parlais plus avec certaines personnes. Mais depuis que je suis au Qatar, franchement, ouais, je sors pas trop et je rencontre pas trop de gens. Mais Ok. après, comme je disais, ça dépend la personnalité de chacun. Moi, Ouais, c'est sûr. comment dire, la solitude, bon après, c'est pas la solitude, on va dire, ouais, à son paroxysme, mais le fait d'être seul, ça me dérange pas du tout. Ok. Oui, après, t'es venu, enfin, avec ta famille, donc c'est Mais quand je suis en famille, intéressant. c'est ça, c'est totalement différent. Quand je suis arrivé, la première fois que je suis parti à l'étranger, c'était au Maroc. J'ai passé, on va dire, 2-3 mois seul. Et c'est vrai que au bout de 2 mois, ça commençait à être un peu dur, en fait. Notamment, en plus, je vivais en colocation et j'étais dans une chambre. Et donc, tu rentres chez toi, t'es entre quatre murs. Au bout d'un moment, c'était difficile. Ah non, c'est sûr. Euh, Comment les locaux, bah, les Qataris ou les personnes, les Indiens ou les Philippins, comment ils te perçoivent ou comment ils, enfin, quel a été le ressenti par rapport à toi en tant que Français musulman? Enfin, je sais pas si c'est un a priori, mais en tant que Français, je veux dire, quand tu nais en France, on a l'impression que bah, la France, enfin, c'est un peu le centre du monde et que la langue française, c'est, comment dire, elle est importante et que les Français, on est important, etc. Donc, au Maghreb, tu peux le ressentir un peu, peut-être de par la colonisation, c'est-à-dire que même si moins que ce que je pensais, mais en tout cas, ici au Middle East, les gens, ils s'en foutent complètement. Les gens, ils s'en foutent complètement que tu sois français, et on te regarde et d'un côté, je trouve ça que c'est quand même cool. C'est qu'on te re moi, en tout cas, on me regarde pas comme un Français. On me regarde comme une personne normale, en fait. Ou, ni comme un Arabe, ni comme un Tunisien ou comme un Français, on me regarde vraiment. Mes origines importent peu. Et c'est peut-être aidé par le fait que, comme je t'ai dit, en fait, ici, tout le monde est étranger, en fait. Donc comme tout le monde est étranger, il y a personne qui va regarder un peu l'autre d'une façon, différente. C'est-à-dire que toi, si par exemple tu arrives en France et que tu pas français et que tu vas te retrouver au milieu de Français, ben, on va te regarder avec, pas forcément racisme, mais on va te regarder d'un œil différent en se disant: «Bah, lui, il est différent» et cetera. Alors qu'en fait, ici, on est tous différents, en fait. On est tous différents et donc moi, personne m'a posé des questions quasiment sur la France, sur, ce qui se passe en France et cetera. Personne n'est au courant même de on va dire de l'actualité politique en France. Ils ont pas aidé quand, par exemple, quand, des fois on parle, je leur dis que, par exemple, en France, une femme, elle peut pas mettre le hijab au travail, ils sont choqués. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que limite, ils y croient pas. C'est-à-dire il y en a, ils étaient même pas au courant et ils nous disent: «Ouais, pourquoi vous restez là-bas, en fait?» On n'a pas le choix. Ah Mais ce bah, que je veux dire, c'est les gens, ils s'en foutent qu'on soit français. ok. Et on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais comment tu as fait pour te créer un réseau, un cercle social depuis ton arrivée? Je dirais surtout avec le travail surtout avec le travail, donc j'essaie de découvrir un maximum de personnes, des gens qui travaillent avec moi ou pas. Moi, je faisais beaucoup de foot, donc le foot, ça m'a aidé à créer des relations aussi avec des gens. Mais sinon, voilà, moi, c'est ça. Après, il y a des gens, ils vont peut-être sortir. Il y a des sorties entre VIE qui se font, que ce soit dans des restaurants ou, des fois, il y a des événements. Il y a beaucoup d'événements au Qatar. Voilà, je trouve que ça peut être des moyens pour se créer un réseau. Business France organise aussi quelquefois des événements. Je crois que l'année dernière, il y avait un ministre qui était venu. J'étais allé, mais je me rappelle plus, c'était le ministre de quoi. Donc oui, tu peux. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a comment dire, il y a des réseaux sociaux qui vont un peu faire la pub de certains événements. Et tu peux y aller. C'est-à-dire que des fois, ça peut être des événements d'entreprise ou des événements culturels, etc. Et donc là-bas, potentiellement, tu peux rencontrer des gens et créer un réseau. Ok. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment
et organisé Doha, enfin, au niveau des supermarchés, enfin, au niveau sport, enfin, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut à Doha ou est-ce que tu te sens à l'aise dans cette ville? En fait, déjà le Qatar c'est petit. Je crois qu'en superficie, ça doit peut-être faire la taille, si je dis pas de bêtises, de l'Île-de-France. Donc Ok. c'est pas très grand et heu et donc tout est vraiment, on va dire, le maximum, je pense, c'est le plus loin, c'est à 1 heure et encore, j'y suis jamais allé. Mais moi, en tout cas, on va dire les principaux quartiers, ça va être autour de un qui s'appelle West Bay, Al Saad, Pearl, Lusail et entre ces quartiers-là, généralement, tu vas vivre entre ces quartiers-là et tu as tout vraiment à disposition. Tu as toutes les grandes marques. Tu as par exemple, ici dans les hypermarchés, tu as Loulou, tu as Carrefour, tu as Almira, tu peux te faire livrer à domicile. Vraiment, en tout cas, sur tout ce qui ici, un peu, tu un peu comme un assisté. Tu un peu comme un assisté, c'est-à-dire que si tu t'habitues un peu trop, le retour en France ou même à un moment, ça devient difficile. Quand tu vas faire tes courses, il peut y avoir quelqu'un qui met tes courses dans des sacs. À la fin, quand on les met dans tes sacs, on peut même te les livrer à la maison. C'est-à-dire que tu rentres chez toi. Enfin, moi, c'est ce que je fais, les mains dans les poches. C'est-à-dire que comme je vais faire les courses avec ma femme et mon fils, et donc c'est galère après pour rentrer les courses. Donc en fait, on va faire les courses nous-mêmes. Mais une fois qu'on arrive, et ben, on paye et eux, ils prennent les courses et nous les ramènent plus tard. T'as, que ce soit pour, en fait, t'as vraiment tous les services. Ça peut être à la maison. Que ce soit, par exemple, là, j'ai acheté une voiture, la carte grise. Je suis même pas allé la chercher. On me l'a envoyée. Donc vraiment. Tu peux tout recevoir, à la maison et tu peux avoir vraiment tous les services, enfin, toute ta vie, ce que tu as en France, tout le on va dire le confort que tu as en France, tu peux le retrouver ici et même mieux. Comment tu décrirais de manière générale la vie au Qatar? Est-ce que c'est paisible ou enfin, comment toi tu te sens au Qatar? Franchement, oui, comme surtout pour que ce soit seul, mais encore plus quand tu as une femme et des enfants. Quand tu as une femme et des enfants, franchement, c'est le top niveau parce que tout à l'heure, je parlais des infrastructures, par exemple, même pour médecin. Le médecin, je pense n'importe quel médecin, ça peut aller de cardiologiste, chirurgien à, gynéco, n'importe ce que tu veux, dentiste, même dentiste, parce qu'en France, je pense dentiste, c'est difficile. Ici, tu peux trouver un rendez-vous dans la journée. Dans la journée, tu appelles un médecin, il te dit: «Ouais, je suis libre à 17 heures». Même des fois, on peut te dire: «Désolé, j'ai pas de rendez-vous avant lundi prochain», alors qu'on est jeudi. Tu te dis: «Mais moi, ça me va parfaitement». Alors que, tu vois, tu ça, au niveau des écoles, écoles et crèches, en France, il y a des soucis, on entend souvent avec la crèche où des enfants, ils sont tapés, maltraités et que les classes, elles sont surchargées. Il y a peut-être deux trois personnes pour 20 25 élèves. Ici, mon fils, il va à la crèche, dans la classe, ils sont 10, ils ont, je crois, 4 ou 5 personnes pour s'occuper d'eux. Heu tu as même des caméras à la crèche. C'est-à-dire si tu veux regarder ton fils, comment il est traité, comment ça se passe à la crèche, tu allumes ton téléphone, tu as une application, tu as la caméra. C'est-à-dire que je dirais, c'est vraiment un autre monde par rapport à la France. Après, c'est sûr, c'est pas la même chose qu'en France, parce qu'en France, déjà, on est beaucoup. On est plus de 60 millions. Ici, je pense, en tout, on doit être 3 millions, 3 millions d'habitants au max et donc voilà, en fait, je dirais que pour l'instant, le Qatar, c'est surdimensionné. C'est surdimensionné par rapport au nombre de personnes qu'on est. OK. Mais en tout cas, pour y vivre, c'est vraiment, je dirais, pour une famille, c'est vraiment top, que ce comme j'ai dit, sécurité, école, infrastructure. Un peu, on va dire, les inconvénients que tu peux trouver, c'est peut-être sur, la nourriture. C'est-à-dire que fruits et légumes, en fait, ici, ils produisent pas grand-chose. Donc tout est importé et donc c'est à la fois cher et ça a pas forcément, le même goût qu'en France. Par exemple, tu peux manger des oranges sans aucun goût, qui vont venir d'Égypte et ouais, elles auront pas de goût. C'est comme si tu manges du plastique presque. Mais voilà, donc c'est un peu chiant au niveau des fruits. Après, tu peux trouver des bons fruits, mais généralement, ça sera plus cher, vu que comme je t'ai dit, c'est importé. Donc c'est vrai que ça, fruits et légumes, c'est pas forcément le top ici. Aussi dans tout ce qui en fait, quand tu es ici, en fait, si ça dépend de tes revenus, mais si tes revenus, ils sont pas très élevés, il faut un peu oublier de manger comme un Français. C'est-à-dire que tu vas trouver des produits français, des yaourts et tout ça, mais ça sera plus cher. Ça sera beaucoup plus cher, donc si tu as un budget
moins élevé, il faut plus rester sur la nourriture, locale, heu, qui est pas mauvaise. Leurs yaourts, leurs jus sont pas mauvais, mais c'est sûr que c'est pas le même niveau que ce qu'on a en France. OK. Juste, là, encore quelques questions. Comment tu décrirais la vie, enfin, la vie de la communauté? Comment est organisée la communauté, musulmane au Qatar? Est-ce qu'il y a souvent des événements qui sont, organisés et même aussi pendant l'Aïd et pendant le Ramadan, comment ça se passe? Il y a souvent des événements, notamment ici, il y a enfin, même si tu es pas au Qatar, je trouve que c'est un réseau so un compte sur Instagram qui s'appelle Qatar Living OK. et en fait, chaque jour, chaque semaine, ils vont te montrer les événements à venir au Qatar et c'est partagé sur différents thèmes. Ça peut être des thèmes religieux, sportifs, culturels ou autres et sur la partie religion, il y a des conférences, que ce soit en anglais ou en arabe, heu souvent. Ils avaient fait un truc dans le quartier qui s'appelle Pearl, je crois que c'était pendant, heu peut-être le ramadan. Ils avaient fait comme, sur la corniche, ils avaient mis des trucs, des stands et tout, pour parler de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc il y avait ça. Pendant l'Aïd, bah, enfin, bah, en fait, ici, on va dire la religion elle est gérée par le pays directement. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas comme en France, par exemple, on va te dire: «Dans telle mosquée, on va prier à 8h30, telle mosquée, on va prier à 9h» et cetera. Ici, le gouvernement, il dit: «On va la prière de l'Aïd, ça sera, demain à 5h43». Tout le monde va prier à 5h43. Il y a pas de différence. Sur les prêches, enfin ça je sais pas parce que bon, je fais pas des mosquées en parallèle, donc je sais pas si toutes les mosquées, elles ont le même prêche. Est-ce que par exemple ça descend directement du gouvernement? Ça je saurais pas dire. Pour l'Aïd, on a beaucoup de jours fériés. Par exemple, moi je sais qu'en tout, en comptant les week-ends, j'avais eu 11 jours. 11 jours, mais je pense que le minimum dans le privé, c'est 3 jours. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Ici le week-end c'est vendredi et samedi. Mmh. Donc par exemple le vendredi, après c'est pas le cas dans tous les pays du Middle East, hein. Abu Dhabi, ils ont changé depuis quelques années. Mais par exemple ici, ouais, vendredi, samedi, on travaille pas le vendredi et voilà. OK. Du coup, quel conseil tu donnerais aux musulmans, francophones qui voudraient s'installer au Qatar? Que ce soit pour un VIE, de manière temporaire ou pour le plus long terme? Déjà, ceux qui sont encore en études, pour moi, je dirais vraiment avoir un bac+5, idéalement ingénieur, parce que c'est plus ces profils-là qu'ils vont chercher. Malheureusement ici, ils vont pas trop chercher, en tout cas d'Europe, ils vont pas trop chercher, des bac+5 dans d'autres, par exemple, je sais pas, histoire ou social, des trucs comme ça. Ils vont plus chercher des trucs, enfin des compétences, on va dire, quoi, enfin des diplômés, des ingénieurs, potentiellement dans la finance aussi ou voilà, c'est plutôt et médecin. Je dirais que c'est un peu les 3 secteurs d'activité où tu auras beaucoup de chances de trouver, un emploi, au Qatar. Après je dirais de travailler son anglais, et son arabe aussi. En priorité, je dirais l'anglais, mais l'arabe aussi ça peut être intéressant. Et aujourd'hui, bah, moi, c'est ce que j'avais fait, bah, quand j'étais arrivé, bah, j'étais pas mauvais en anglais, en compréhension, mais j'avais des difficultés à parler parce que c'est pas la même chose entre comprendre et interagir avec quelqu'un, Ouais, c'est ça. heu, en direct, quoi. Parce que la personne, elle te parle, tu es pas là à réfléchir, tu dois répondre comme si tu répondais en français, en fait. Et donc là, j'avais suivi des cours. J'avais trouvé une plateforme où c'était pas très cher. J'avais trouvé un Philippin, je crois à 5 € de l'heure, qui vivait aux Philippines et donc j'ai fait une 50 heures dessus, ça m'a débloqué un peu. Donc j'irai vraiment essayer de progresser en anglais, progresser en arabe et avoir potentiellement un diplôme qui peut être utile ici, quoi, ou des expériences qui peuvent être utiles. OK, OK, super. Juste, est-ce que tu as des endroits que tu conseilles, de visiter au Qatar ou à Doha? Même si c'est petit, tu as des trucs quand même, tu as des trucs intéressants. Tu
je vais dire les noms, mais les endroits, ça va pas forcément te parler. Il y a un, ça s'appelle Katara Village. Tu as, le quartier de Pearl qui peut être intéressant pour faire des balades ou que ce soit en termes de restaurants. Lusail aussi. Tu quoi d'autre? Tu Mina District. Un peu, c'est un peu des maisons colorées. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des photos là-bas. T'as la mer, t'as la plage, tu peux faire des balades en bateau. Beaucoup de gens, ils font du kitesurf. Tu le désert. C'est-à-dire que même si c'est un petit pays et que tu peux faire le tour rapidement, mais tu peux voir quand même des choses intéressantes. Ok, ok. Euh, et toi, du coup, tu dois rester au Qatar sur le long terme ou tu as d'autres projets pour l'avenir? Moi, tant que j'ai la possibilité de rester ici, je reste ici, Inch'Allah. Ok, ok. Ok, super. Juste une dernière question. Bah, on en a parlé rapidement. Je t'ai posé une question un peu similaire tout à l'heure, mais depuis 2022, depuis que tu es arrivé au Qatar, quelles leçons tu as pu tirer de ton expérience? Euh, que, enfin, je sais pas si c'est une leçon, mais comme je disais, bah, que l'anglais c'est important. L'anglais c'est important. Je veux dire, comme je disais avant d'avoir envie de partir à l'étranger, pour moi, je pense, même si à l'école on te le dit que c'est important l'anglais, une fois que tu es ici, bah, je sais pas si c'était une leçon, mais un peu un regret en me disant bah, que j'aurais dû mieux, dû travailler l'anglais avant, même l'arabe aussi, parce que même si je parle, on va dire l'arabe tunisien, c'est comme un dialecte, donc ici, c'est pas forcément ce qu'ils comprennent ou ce qu'ils utilisent aussi. Donc je vais pas forcément comprendre, en tout cas pour ma part, je vais pas forcément quelqu'un, un Syrien ou autre. Donc ouais, c'est des leçons, on va dire que enfin, je savais déjà un petit peu, mais donc quand tu es ici, bah, tu le vois encore plus. Donc potentiellement ça, l'importance des langues et sinon, non, sinon j'en vois pas d'autres. Si toi tu as des idées ou une question plus précise sur ça? Bon, c'était juste ça, pour avoir quelques idées par rapport à ça. Mais en tout cas, merci pour l'échange. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'échange, Anis. C'était super intéressant. J'espère que ça va donner envie aux gens de venir ici au Qatar et postuler pour les VIE. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à donner, que ce soit pour le VIE ou le Qatar ou enfin un conseil dans n'importe quel domaine par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Ouais, en fait, VIE, pour moi, il faut voir ça comme la recherche d'un emploi. C'est comme la recherche d'un emploi et il faut vraiment enfin, ça c'est un conseil large, mais il faut vraiment pas se limiter, dans les idées. Je veux dire, à partir du moment où tu as une idée en tête, contacter quelqu'un et cetera, il faut jamais, se restreindre. Faut pas se dire: «Cette personne, elle va pas m'apporter» ou même une offre: «Je vais pas être pris». Il faut, il faut faire le maximum, il faut avoir honte de rien, vraiment honte de rien, et même si par exemple parce que ça, c'était par exemple un truc que moi, c'était difficile au début. En fait, j'arrivais à faire les entretiens, mais j'avais une phase où, je voulais pas faire l'entretien parce que je me sentais pas à l'aise en anglais. Et je veux dire que, bah, ça, en fait, cette phase-là, elle peut arriver, mais c'est pas grave, en fait. Il faut quand même y aller. Tu vas peut-être te taper la honte, te taper la honte, mais à la fin, c'est pas grave, en fait, parce que ça restera toujours en moins, heu, une étape. Potentiellement, tu auras appris quelque chose dans cet entretien. Pour une anecdote, j'avais fait un entretien pour un cabinet de conseil dans le Big 4, heu au Middle East et je commence à faire l'entretien. C'était pas ce à quoi je m'attendais et c'était en anglais. Et je devais faire préparer une étude de cas, je crois que j'en avais jamais fait et au bout de 10 minutes, déjà, je comprenais pas grand-chose à l'étude de cas en anglais parce que même si en compréhension, j'étais bon, plutôt bon, mais là, c'était un sujet technique et tout, je comprenais pas grand-chose et ben, je suis revenu dans la conversation au bout de 10 minutes. J'ai dit au mec, «I am not ready for this» et j'ai quitté. Je me suis cassé. Donc ouais, je me suis tapé la honte à ce moment-là, c'est sûr et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un peu la rage. Mais après aujourd'hui, j'en rigole. Aujourd'hui, j'en rigole parce que je me dis: «Voilà, c'est la vie, en fait». Moi, c'est vrai que j'étais pas prêt pour ça à ce moment-là, mais j'y suis allé et ça m'a montré que j'étais pas prêt et ça m'a montré que j'avais encore du chemin à faire en anglais.
Donc en fait, il faut pas avoir honte, en fait. Il faut vraiment pas avoir honte, que ce soit d'échouer ou autre. Pas tout le monde va forcément réussir à trouver un VIE et ou de partir à l'étranger et c'est pas grave. Je dirais que vraiment la première victoire, c'est vraiment de faire les causes au maximum. Tu fais les causes et après peu importe, heu, si ça arrive, tant mieux, si ça arrive pas, c'est pas grave. OK, super. Super message en tout cas. Merci pour l'échange. Merci pour tout. Salam alaikum. OK, merci.